Oppidum, le podcast. Oppidum, le podcast de l'histoire du Bas Limousin. Elle s'appelait Marie Capelle, puis rencontra Charles Pouc-Lafarge, maître de forge à Bessac en pays de Pompadour. L'histoire d'amour ne dura pas longtemps, elle fut condamnée à la perpétuité. Quelques décennies plus tard, un corbeau sévit à Tulle. Il signait ses lettres anonymes, l'œil de tigre. Ces deux affaires connurent un retentissement qui dépassa les frontières du Bas Limousin jusqu'à leur adaptation au cinéma. Oppidum, le podcast. Jean-Michel Valade, vous vous êtes intéressé à ces deux affaires criminelles qui sont d'ailleurs issues d'un ouvrage intitulé « Les grandes affaires criminelles de la Corrèze ». D'abord, l'affaire Lafarge, avec Marie Capelle, épouse Charles Lafarge. Le 15 août 1839, il est maire de Bessac. Quelque temps après, il meurt empoisonné. Pourquoi les soupçons se portent-ils sur Marie Capelle ? Alors, il convient de rappeler le contexte historique. Nous sommes effectivement, comme vous l'avez rappelé, en 1839, donc sous la monarchie de Juillet. Marie Fortunée Capelle, une riche orpheline de 23 ans, qui vit à Paris chez sa tante, la baronne de Garat, est mariée en moins de 15 jours avec le dénommé Charles Pouc-Lafarge, 28 ans, qui lui-même est veuf, mais on ne le sait pas, et qui est issu d'une famille honorable, propriétaire terrien, comme vous l'avez indiqué, et maître de forge glandier en Corrèze, mais qui réside dans la capitale pendant 6 mois au cours de l'année pour ses affaires principalement. Le mariage est effectivement arrangé rapidement au mois d'août 1839 et l'arrivée et les débuts de la vie au glandier sont difficiles pour la jeune femme. Quoi qu'il en soit, fin novembre 1839, Charles part seul pour Paris. En décembre, son épouse lui envoie, par la diligence d'Uzerche, il faudra 4 jours de trajet, lui envoie donc des gâteaux que l'on appelle des casse-museaux. Il en consomme dans son hôtel et il est pris de vomissements et de diarrhée et de nausées violentes. À son retour en Corrèze, le 3 janvier, donc 1840, Charles Pouc-Lafarge est malade. Il s'installe dans une sorte de torpeur secoué par intermittence de vomissements et de hoquets intempestifs et après d'horribles convulsions, il meurt le 14 janvier 1840. Immédiatement, son beau-frère accuse Marie Lafarge d'avoir empoisonné son époux avec de l'arsenic acheté sur son initiative par les domestiques et à différentes reprises auprès d'un apothicaire, donc d'un pharmacien d'Uzerche. Elle avait commandé 99 grammes, ce qui est donc considérable, de quoi empoisonner par-delà les rats qui étaient dans le château et également dans la forge du glandier, de quoi empoisonner une bonne partie de la commune. Jean-Michel Valade, qu'est-ce qui va plaider ? Quels sont les éléments qui vont plaider en sa faveur et qui donc vont installer ce doute et déclencher ensuite une vraie bataille d'experts ? L'autopsie qui est pratiquée, cette autopsie ne révèle pas la présence d'arsenic. Des organes sont cependant prélevés sur le cadavre pour être soumis dans la foulée à expertise et eux aussi ne révèlent rien du tout. Malgré tout, il va y avoir procès et lors de celui-ci, 8 mois après les faits, on exhume le cadavre et on ne retrouve toujours pas de traces d'arsenic. Toutefois, et c'est là où l'affaire va s'emballer, ce poison est décelé dans du lait de poule et aussi dans diverses potions destinées à Charles Pouc-Lafarge. Et il va en résulter, lors du procès aux assises à Tulle, une bataille d'experts, tant régionaux que nationaux. Et là, une ultime expertise menée par Mathieu Orfila, qui était professeur de médecine légale et doyen de la faculté de médecine de Paris, conclut à la présence d'un demi-milligramme d'arsenic dans l'estomac du défunt. La défense, acculée, demande alors à un autre expert parisien, le chimiste François Raspail, de venir contester à la barre cette expertise. Hélas, faute de pas de chance, au sud d'Uzerche, on va dire à une vingtaine de kilomètres de Tulle, le bris d'une roue de la diligence l'empêche d'arriver à temps.
Quel est le verdict donc, qui est prononcé lors de ce procès d'assises à Tulle? Alors ce procès il a eu lieu en septembre 1842. Eh bien, Marie Lafarge est condamnée aux travaux forcés à perpétuité, peine aggravée par l'exposition sur la place publique de Tulle. Alors finalement, elle sera dispensée d'exposition publique et elle verra sa peine commuée en détention à perpétuité. Et Marie Capelle, depuis sa prison de Montpellier, va avoir largement le temps, de rédiger ses mémoires et elle sera graciée 10 ans plus tard, en 1852, par Napoléon III et elle disparaît quelques semaines après, toujours en 1852, donc dans l'Ariège. Jean-Michel Valade, pourquoi parle-t-on encore aujourd'hui d'énigmes judiciaires lorsque l'on évoque cette affaire Lafarge? Je crois pouvoir dire que le doute est toujours là quant à la culpabilité effective de Marie Lafarge. Même si certains faits sont troublants, l'achat en grande quantité, comme on l'a dit tout à l'heure, de Morora, la bataille d'experts, leurs conclusions contradictoires et donc, somme toute, les limites de la science de l'époque jettent un trouble sur la façon dont les assises de la Corrèze ont rendu leur verdict. Et aujourd'hui, d'aucuns vont jusqu'à évoquer l'erreur judiciaire. Comment expliquer le retentissement autour de cette affaire et surtout son engouement qui est encore palpable aujourd'hui? Les affaires d'empoisonnement de tout temps ont passionné l'opinion publique française. Regardez plus récemment l'affaire Marie Bénard et ses multiples procès dans les années 50 et 60. Et quand de surcroît il s'agit d'une empoisonneuse qui supprime son mari avec de l'arsenic, évidemment, tout s'emballe. Et puis, le contexte de l'époque a beaucoup contribué au retentissement. Rappelons les faits, un mariage arrangé entre une belle jeune femme, distinguée et cultivée, avec un provincial franchement laid, nous dit-on, et aux manières grossières. On ajoute une belle-mère revêche, un château qui n'en est pas vraiment un. Voilà bien des ingrédients détonnants. Et aujourd'hui, l'engouement est dû avant tout à la possibilité d'une erreur judiciaire. Oppidum, le podcast. Vous écoutez Oppidum, le podcast de l'histoire du Bas-Limousin. L'affaire du corbeau de Tulle. Entre 1917 et 1921, Jean-Michel Valade, plusieurs habitants de Tulle reçoivent des lettres anonymes. Elles sont signées L'Œil de Tigre. Comment éclate cette affaire au grand jour? Tout démarre pendant la guerre de 14-18, dans le milieu feutré de la préfecture de la Corrèze à Tulle. Fin 1917, M. Moury, qui est un chef de bureau, qui est célibataire, mais dont on sait qu'il entretient une relation suivie avec une fille mère, reçoit à son domicile un pli non signé, lui intimant de ne point épouser mademoiselle Laval, une de ses collaboratrices. Celle-ci fait même l'objet, donc Angèle Laval, elle fait l'objet de 2 lettres anonymes où le sieur Moury est notamment décrit, je cite, comme menteur, goujat, joueur. Il faut savoir qu'à la même période, Angèle Laval n'hésite pas à faire des avances fort explicites à Moury sur les lieux mêmes de leur travail, en pure perte, car il les conduit systématiquement. Alors, après ces lettres anonymes, ces premières lettres anonymes, on ne le sait pas encore, mais ce sont les premières, d'un commun accord, les protagonistes décident de détruire les missives. Arrive alors la fin du printemps 1919. Pendant que la ville de Tulle panse ses plaies, une autre série de lettres anonymes commence à déferler sur la ville. En fait, sur une partie du personnel de la préfecture. Pas moins de 21 fonctionnaires, dont quelques-uns à la retraite d'ailleurs, sont récipiendaires des missives. Le préfet lui-même, à son tour, est concerné. Et puis, au fil des semaines, celui que l'on commence à appeler le Corbeau incorpore dans son rayon d'action le Trek, ce quartier de la ville proche de la cathédrale. Indéniablement, l'auteur des lettres anonymes est un familier de la préfecture et du Vieux-Tulle. Et il s'épanche avec délectation. En effet, une main habile s'ingénie à dénoncer des rancunes tenaces et des rivalités exacerbées entre cadres de la préfecture, à révéler sur un ton graveleux des coucheries supposées, à livrer les détails de la vie intime des uns et des autres. Plus grave encore, les lettres accusent,
Adultère, orgie, vol chez les commerçants, détournement de fonds et de provisions dans le cadre du ravitaillement lors de la guerre, ivrognerie, incompétence professionnelle, fainéantise. Les insultes ne sont pas de reste. Idiot, crétin, pauvre imbécile, avorton, satire, salope, putain, grand cornard, cocu, lâche, mouchard, persécuteur des veuves de la guerre, vieille croque, sale dévote, diable de bénitier. Ces lettres-là, plus d'une centaine, n'arrivent pas toutes par la poste. Le corbeau les dissémine lui-même, le plus souvent sous enveloppe, dans les boîtes à lettres, mais aussi dans des corridors d'immeubles, les marches d'escalier descendant à la cave d'un hôtel-restaurant, un tronc de la cathédrale aussi, sont d'autres sites privilégiés par œil de tigre. Parce qu'effectivement, à partir de 1921, le fait est nouveau. C'est l'auteur de ces manœuvres machiavéliques qui s'est donc doté d'un pseudonyme, qui signe ces lettres, donc d'œil de tigre, un pseudonyme aussi original qu'inattendu. Alors Jean-Michel Valade, Angèle Laval est au centre de cette affaire. Qui est-elle? Et puis finalement, quel serait son mobile? Angèle Laval, elle travaille à la préfecture, on l'a dit, mais en qualité d'auxiliaire, elle n'est pas titulaire. C'est son frère qui était chef de bureau, qui a fait le nécessaire pour la faire embaucher. Alors, elle est née en 1885, elle est célibataire, et donc au moment où l'affaire démarre, elle a 32 ans, et comme on l'a vu, son mobile est avant tout la jalousie amoureuse, une jalousie excessive. Et lors de l'instruction judiciaire, les rapports d'expertise des médecins que l'on qualifiait à l'époque d'aliéniste, on dirait psychiatre aujourd'hui, la décrivent comme une femme, je cite, qui présente une tare névropathique grave caractérisée par de l'hystérie. Et il conclut, un petit peu plus loin, que, nouvelle citation, la campagne de lettres anonymes de Tulle est l'œuvre certaine d'une mentalité hystérique. Angèle Laval est condamnée à 1 mois de prison, 200 francs d'amende à l'époque, vous me corrigez si je me trompe. Comment est accueilli le jugement au tribunal et puis plus globalement à Tulle, où l'affaire fait beaucoup parler? Alors la peine de prison est assortie, il faut le préciser, du sursis. Dès lors, donc, Angèle Laval ressort libre du palais de justice. Cependant, le soulagement fait place à ce climat délétère, à la peur aussi, et même à une forme d'hystérie collective qui s'était emparée de la ville pendant plusieurs années. Et tout ceci ayant été savamment entretenu par ce qu'on appellerait aujourd'hui la presse à scandale. Cette affaire va, elle aussi, rapidement dépasser les frontières du Bas-Limousin, de la Corrèze. La presse s'en empare. Il y a même Henri-Georges Clouzot qui en fera un film intitulé Le Corbeau, qui sortira en 1943. Et oui, l'affaire des lettres anonymes de Tulle a eu un retentissement national. C'est un fait divers corrézien qui a eu une audience nationale. Et lors du procès, qui ne se tient pas aux assises, mais au tribunal correctionnel, la presse nationale, notamment le Petit Parisien, le Petit Journal, la France, l'Œuvre, le Matin, eh bien, cette presse nationale a délégué ses meilleures plumes sur place. Plus tard, en 1943, donc en pleine occupation, Clouzot s'inspire fortement de l'affaire pour tourner Le Corbeau, qui va être son deuxième long métrage, avec notamment comme comédien principal Pierre Freinet. Il rencontre ce film-là, ce long métrage, un succès certain dans les salles, mais il va être interdit à la Libération, et cela jusqu'en 1947, car il dépeint une petite ville, ce n'est pas Tulle, mais une petite ville où un gros bourg, petite ville soumise à la délation, et donc on se doute que pendant la guerre, la délation a été présente, et de surcroît, on apprend que la société de production est en partie financée par des capitaux allemands. Angèle Laval demeure à Tulle, elle passera la fin de sa vie au 111 rue de la Barrière, c'est un numéro qui est devenu célèbre dans le centre-ville de Tulle. Tout à fait. Angèle Laval, qui signait donc Œil de Tigre, survivra. Bon, elle n'a pas été condamnée, mais elle n'a pas fait de prison. Donc après le jugement, elle survivra donc cloîtrée dans sa tanière, au 111 rue de la Barrière, et cela jusqu'à son décès le 16 novembre 1967. Elle disparaît donc à l'âge vénérable de 82 ans. Et la vieille demoiselle, puisqu'elle ne s'était pas mariée entre-temps, la vieille demoiselle aux yeux bleus, repose depuis 1967 au cimetière du Puy-Saint-Clair, donc à Tulle, au cœur de ce quartier du Trek qu'elle avait terrorisé durant de longues années, 40 ans auparavant.
Retrouvez Oppidum, le podcast de l'histoire du Bas-Limousin sur toutes les plateformes de podcast. Et sur oppidum-podcast.fr, réécoutez l'ensemble des podcasts. Découvrez des articles exclusifs, l'iconographie des thèmes abordés et les bibliographies. oppidum-podcast.fr